Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième partie de la première journée du Salon S3C. On va aborder une thématique qui intéresse un bon nombre d'organisations en ce moment, qui est donc la directive NIS 2. Alors, on verra un petit peu en détail de quoi on parle. J'ai le plaisir, donc, pour aborder ce sujet, d'être accompagné de Christophe Fleury, qui est délégué à la sécurité numérique en région Occitanie pour l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonjour Christophe. Rebonjour. Bon, la connexion est bien établie, c'est bon. Donc Oui, malheureusement, Christophe, de par ses obligations, ne peut pas être présent physiquement, mais il nous oui. accompagne tout au long. Malheureusement, mais le cœur y est. J'ai d'autres obligations toulousaines avec la préfecture de région dans la foulée, donc je m'en excuse par avance. Nous avons également le privilège d'avoir avec nous Jean-Philippe Comègne, qui est directeur commercial chez Tixéo. Bonjour. Et membre également d'Exatrust. Exactement. Voilà. Alors peut-être on reviendra après sur ce qu'est Exatrust, puisque nous avons également aussi le privilège d'avoir Xavier Fasselina, qui est expert en cybersécurité et le CTO de SecLab. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, première question, juste voilà pour terminer ce tour de table. Exatrust, vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est Exatrust? Donc, Exatrust, c'est une association d'entreprises françaises, d'où le hexagone. Et sur l'aspect trust, c'est en fait la cybersécurité. Donc, il s'agit, bon, on va dire, d'un groupement professionnel de sociétés PME ou grosses PME de cybersécurité françaises, presque 70 aujourd'hui, qui se réunissent pour partager des bonnes pratiques, réfléchir aux sujets européens ou nationaux ensemble et s'organisent pour répondre avec plusieurs produits, plusieurs solutions, s'organiser ensemble pour répondre aux clients, aux entreprises, qu'elles soient des petites entreprises ou des grands groupes ou des entreprises étatiques. Merci Xavier pour ces précisions. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nice 2. Nice 2 sous-entend qu'on a une Nice 1. Alors, déjà, Mhm. qu'est-ce que Nice? Donc, Nice, c'est une directive européenne, une directive européenne visant des établissements euh, évalués comme ayant une importance particulière au sens étatique. Nice 2 en est donc une évolution. Euh, donc on va venir un petit peu après sur justement les évolutions entre Nice 1 et Nice 2. Pourquoi cette nouvelle directive? Ce qui est important quand même en introduction de bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est une directive européenne qui demande à être déclinée au niveau des États. Donc la transposition au niveau des différents États européens est en cours. Donc pour la France, elle est prévue, pour l'ensemble des États, elle est prévue en octobre 2024, ce qui fait que à ce jour, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore quels seront les mesures strictes qui seront demandées au niveau français. Alors, évidemment, on a des petites idées, puisque la directive en elle-même apporte déjà quelques éléments de réponse. Mais encore une fois, aujourd'hui, voilà, rien n'est encore complètement figé. Euh, alors, moi, ma première question, et je vais me tourner vers nos invités, pourquoi, qu'est-ce qui n'allait pas finalement avec Nice 1, ou en tout cas, quelles sont les évolutions qui sont attendues avec Nice 2? Alors, euh, juste pour remettre en perspective, Nice 2, la suite de Nice 1, on est bien d'accord, sauf qu'avant Nice 1, on avait ce qu'on appelle les OIV, donc opérateurs d'importance vitale. Donc on est hier, pas si lointain, en 2013, voire un petit peu avant, mais sous une autre nomenclature, ou comment on protège une entité pour laquelle est fourni un service d'importance vitale. Ça, c'est le constat de 2013. Euh, Après, entre 2013 et 2016, donc date de début de NIS 1, Network and Information Security, donc dans sa première version au sens européen du terme, l'idée était de se dire, je protège les plus gros pour lesquels l'impact stratégique est évident,
mais les plus gros, ils travaillent avec des petits, en tout cas des moins gros. Maintenant, c'est comment je protège ces écosystèmes. Donc NIS 1 avait pour objectif de compléter la partie opérateur d'importance vitale sur le fait que peut-être que les plus gros sont protégés, mais si l'attaquant passe par un petit, il ira vers le plus gros. Et ça, par expérience, effectivement, c'est ce que font la plupart des attaquants, y compris les attaquants de niveau stratégique. Et le constat qu'on en a fait, donc ça, on est déjà en 2016, on arrive en 2019, et en 2019, on s'est rendu compte que, ben, mine de rien, donc 2019, c'est Rouen. C'est l'attaque sur l'hôpital de Rouen. Les attaquants commencent à attaquer autre chose que de l'énergie, du nucléaire, enfin, les choses qui sont évidemment stratégiques. Donc on se dit, ah oui, il y a peut-être un sujet sur un écosystème qui serait peut-être plus large que celui des quelques secteurs qui sont concernés. Les opérateurs régulés, donc les opérateurs régulés, c'est les OIV et les OSE, opérateurs de services essentiels, qui sont couverts par NIS 1. Ça peut être un peu moins de 400 opérateurs. L'idée, c'est que derrière, on se dit, oui, peut-être qu'on protège les jouets de la couronne, mais il y a tout un écosystème derrière pour qu'on puisse monter le niveau de sécurité globale de façon à ce que l'attaquant ne puisse pas prendre la main sur le plus petit pour aller rebondir sur le plus gros. C'est un peu le principe du maillon faible, et c'est un constat qui est assez évident pour ceux qui ont pratiqué, et il en a découlé Nice 2, sur le fait de dire, oui, on a tout un écosystème à protéger, mais l'ensemble de cet écosystème-là, il doit monter d'un bloc en matière de sécurité numérique, et c'est en ça qu'il a été décidé d'avoir un niveau de régulation. Après, je pense qu'on parlera du terme régulation parce que ça effraie beaucoup de gens, le terme régulation, surtout sur l'aspect contrainte. Mais la régulation n'est pas une contrainte, c'est plus un avantage, mais je pense qu'on en reparlera. Sur le fait de donner plus des guidance et sur un côté plus compliant sur une entité qui est régulée et doit être conforme à une vingtaine de règles. Nice 2, c'est une vingtaine de règles. Nice 1, c'était 23. Nice 2, c'est 20. Après, on reparlera du delta sur des aspects très techniques, comme sur des aspects très gouvernants, sur le fait que si on veut souhaiter monter le niveau de sécurité globale, ben, ça a un coût. Et c'est pas un coût qui est que financier. C'est un coût sur le fait que ben, il faut monter le niveau technique, il faut monter le niveau de gouvernance, et il faut monter le niveau de gestion de crise ou de com de crise, comme ça a été évoqué ce matin lors de la première conf. Donc Nice 2, elle vient sensiblement des opérateurs d'importance vitale, et sur le fait que les 27 s'accordent sur le fait de dire que oui, si on doit monter le niveau de sécurité, il est global. Mais c'est pas pour autant que toutes les entités sont concernées, Merci Christophe. public comme privé. Alors, on a bien compris l'objectif déjà des directives Nice, hein, même de la première directive. Vous avez souligné un point qui est la coopération et l'homogénéité entre les différents États. Xavier, peut-être vous voulez compléter? Volontiers, oui, merci. Déjà, pour construire sur ce que Christophe venait de dire sur l'aspect historique, Nice et Nice 2 sont des réglementations, enfin des directives européennes. Avant ça, en France, ce qui parlait des OIV, c'était la LPM, la loi de programmation militaire. Je pense aussi une des trajectoires dont Christophe vient de parler, c'est la LPM 120 OIV, en gros. Hein. Nice 1, 400 entreprises. Je pense que Nice 2, il me semble que c'est 15 000 entreprises en France, l'ordre de grandeur. Oui, c'est entre 10 et 15 000. Tout dépend de ce que le législateur votera, en fait, actuellement. Mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Il faudra voir le décret d'application. Ouais, donc déjà, on voit que on va couvrir de plus en plus d'entreprises. Et puisqu'on est dans l'historique, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, et je suis désolé si c'est le cas, mais au cas où, je vais le dire. C'est pourquoi, en fait, ces directives? Alors, il y a déjà eu aussi dans le propos de Christophe, c'est de la réglementation, ça fait peur, mais c'est pas que ça. Oui, mais alors, justement, d'où ça vient? Alors, si on se remet justement la LPM, les 120 opérateurs d'importance vitale. Donc là, déjà, le nom fait peur. Opérateurs d'importance vitale. On voit qu'on est en train de parler de défense. À ce moment-là, on est en train de parler de défense, en tout cas de protection vitale, de guerre. Et
Dans le monde cyber, c'est là où il y a peut-être une évidence pour tout le monde, dans le monde cyber, il n'y a pas d'armée entre l'ennemi et l'entreprise qui est attaquée. Je veux dire, contrairement à tous les autres domaines dans lesquels on vit, comme la terre, l'air, la mer, où il peut y avoir des frontières, il peut y avoir des zones de guerre, et s'il y a une agression d'un pays vers un autre, on peut se reposer sur l'armée. Oui, voilà. Dans le monde cyber, ce n'est pas exactement pareil. C'est-à-dire qu'entre une nation qui serait un ennemi et les opérateurs d'importance vitale en France, il n'y a pas une frontière claire qui n'est pas défendue par des militaires de carrière. Donc, il y a une nécessité d'aider chaque entreprise qui est une cible à monter son niveau de sécurité. Ça, encore une fois, c'était peut-être une évidence pour tout le monde, mais en tout cas, moi, ça me paraissait important de remettre cet élément de contexte. Et c'est là-dedans que la LPM est arrivée, pour dire, bah voilà, ce qu'il faut respecter pour être au niveau. Alors après, je pense que Christophe dira qu'on n'est pas juste en train de dire aux entreprises, faites ça, hein, l'État les accompagne aussi pour le faire. Mais en tout cas, Exactement, c'est de l'appui. C'est pas il y a un volet obligation, bien évidemment, mais dans la stratégie qui est celle de l'agence, ou même dans le cadre de la LPM, on en reparlera parce que là, il y a une nouvelle LPM pour laquelle l'arrêté n'a pas été encore signé. Oui, on est en logique d'appui. Et le volet sanctions, parce qu'on en reparlera, le volet sanctions, c'est pas trop dans la pédagogie de l'administration française, et encore moins dans celle de l'ANSSI. et c'est vraiment un sujet de l'État, et là c'est l'ANSSI qui pilote ça depuis des années, l'État français doit piloter un collectif où il n'y a pas que des gens du secteur public, il y a aussi des entreprises privées, etc. Donc l'État français pilote un collectif pour faire monter généralement le niveau de sécurité. Voilà. Et je pense que la France a été précurseur en Europe avec la LPM, objectivement, avec l'ANSSI et une agence qui est aussi précurseur, je pense même dans le monde. Et l'arrivée de NIS, pour moi, c'est fortement appuyé sur l'existence de l'LPM en France. Voilà. Et donc maintenant, on a NIS et NIS2. Je pense qu'on verra plus tard dans les questions, justement, que NIS2 va étendre, oui, à plus d'entreprises, mais va aussi étendre cet effort collectif que l'ANSSI pilotait en France à comment est-ce qu'on pourrait rêver de piloter un effort collectif en Europe. Jean-Philippe, Je crois que quasi tout a été dit, hein. Moi, si je résumerais, hein, il y a trois mots-clés, hein, finalement. C'est l'extension, l'harmonisation et la coopération. L'extension, alors là, on parlait du périmètre français, hein, en vous donnant une idée de volume de 15-16 000, c'est le nombre un peu qui circule. Si on prend l'échelle européenne, c'est quelque chose comme 160 000 entités qui seraient concernées, hein, modulo les estimations de chaque pays, mais c'est un peu l'ordre de grandeur. Bon, la France, c'est 10% de ça, on voit, c'est aussi comparatif à la taille aussi des économies, hein, de chaque pays. Voilà. Donc ça, c'est le périmètre. Après, il faut garder en tête que ne faut pas avoir trop peur non plus. Un des caractères de Nice par cette extension, c'est aussi de différencier les entités en fonction de leur taille. Je pense qu'on en reviendra derrière, avec une adaptation des exigences suivant la typologie, ça c'est important. L'aspect harmonisation, parce qu'on avait eu Nice 1, c'est vrai, et c'était un grand progrès à l'échelle européenne. Après, il y avait, au niveau européen, il y avait des différences de transposition, on va dire un peu disparates, qui n'étaient pas forcément homogènes. Donc là, on vise aussi l'harmonisation avec la transposition de Nice 2 dans les différents pays, pour qu'on ait vraiment une mise à niveau et une cohérence au sein des 27. Et après, la coopération, parce que l'un des objectifs de Nice 2 aussi, alors peut-être que Christophe en parlera en représentant l'ANSSI, mais il y a aussi un volet coopération qui est important pour résister à des menaces à l'échelle de l'européenne, notamment les échanges entre les équivalents des ANSSI européennes et l'ANSSI au travers du réseau Cyclone et tout le maillage on va dire, des centres de réponse à incidents, voilà, qui permettent de faire aussi ce passage à l'échelle en termes de partage d'informations et de résistance aux menaces à venir. Voilà. Merci Jean-Philippe, et je trouve que c'est très important de souligner ça, c'est que la directive quand même, pour une grande partie,
concerne la coopération internationale, hein, la coopération européenne. Bon, vous avez évoqué le réseau Cyclone, effectivement. Également le rôle des CSIRT sur la réponse à incidents, la Exactement. meilleure communication entre les différentes entités européennes. Donc ça aussi, c'est un volet qui est très important, au-delà des autres exigences qui vont qui vont plus concerner les organisations qu'on a citées. Alors, un autre point sur lequel aussi j'aimerais qu'on apporte peut-être des précisions pour les gens qui nous écoutent, on a parlé des OIV, donc des opérateurs d'importance vitale. Dans Nice 1, on parle plutôt d'opérateurs de services essentiels, de fournisseurs de services numériques qui peuvent être amenés à mettre en œuvre des systèmes d'importance vitale. Voilà, alors là aussi, on a une certaine évolution sur NIS 2, puisqu'on va parler plutôt des entités essentielles et importantes. Moi, j'aimerais aussi souligner que l'un des objectifs de NIS 2, mais ça, Jean-Philippe, vous l'avez un petit peu abordé, c'est qu'on avait une problématique au niveau européen sur vraiment l'identification de qu'est-ce qui est un opérateur de services essentiels, qu'est-ce qu'un fournisseur de services numériques. On a parlé tout à l'heure, les directives Nice visent à être déclinées par les différents États. La France a choisi notamment d'augmenter le nombre d'entités qui est concernées par rapport à la directive principale. On peut s'attendre à ce que Nice 2, ce soit un peu la même chose. Et pour autant, voilà, Nice 2 vient aussi renforcer ça, avoir une meilleure définition de ce qu'est une entité essentielle ou une entité importante. Alors, peut-être qu'on peut donner des exemples concrets de ce qu'est une entité essentielle, une entité importante? Oui, tout à fait. Ouais. Bah, une entité essentielle au sens de Nice 2, c'est ce qui était précédemment appelé alors OIV, puis opérateur de services essentiels. En gros, il faut comprendre les grandes structures, les grands opérateurs privés ou type, on parle ferroviaire, énergie sur les secteurs identifiés. Ceux-là, évidemment, ils restent concernés et ils vont basculer dans la dénomination entité essentielle. Euh, Ça, c'est pour l'aspect vocabulaire et on dissocie après des entités dites importantes sur des critères de taille. En l'occurrence, de base, c'est au minimum 50 collaborateurs et ou 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des critères sur les secteurs. Alors, quand on parlait tout à l'heure d'extension de périmètre de NIS 2, c'est qu'on a augmenté. L'extension, elle vient d'où? Elle vient de deux choses. L'augmentation du nombre de secteurs concernés. Avant, c'était plus limité. On a introduit de nouveaux secteurs comme les services postaux, comme l'aérospace, le spatial, un certain nombre de secteurs. Il y en a 35. Les eaux usées. Non, en fait, il y en a 18 en tout. Mais on y intègre gestion des eaux, donc tout ce qui est RH des eaux, tout ce qui est déchets, tout ce qui est eau usée, sur un écosystème qui fait que si ça tombe, ça a un impact évidemment sur l'administré, mais ça a aussi un impact en termes régaliens. Voilà. Et l'autre extension, bah, c'est par l'introduction de taille intermédiaire, pour rebondir sur ce que disait Christophe tout à l'heure, sur aller chercher quelque part les maillons d'après dans la structure quelque part économique et industrielle des différents pays, d'aller chercher les maillons qui vont derrière, et notamment les PME, pour ce critère de 50 et de 10 millions. Ouais, c'est exactement ça. C'est 50 plus ou moins des millions, c'est 250 plus ou moins 250 millions, modulo ce que l'Assemblée nationale votera. Ça, c'est un point important. Ça sont des critères qui sont des seuils, même si j'aime pas ce terme-là, sont des choses qui sont soumises au législateur et ensuite le législateur votera en conséquence. Mais dans tous les cas, l'objectif, c'est de pouvoir, typiquement, si on prend sur la région Occitanie, après la région Occitanie, il n'y a pas que et l'aérospatiale et l'aéronautique. Il n'y a pas que ça. Mais pour l'instant, on va faire un focus là-dessus. C'est comment les prestats de rang 1, de rang 2, de rang 3 sont couverts. Et les prestats de rang 1, de rang 2, de rang 3, ils sont couverts. Modulo les 50, 250, 10 millions ou 250 millions, ils sont couverts au titre de NIS 2 sur le fait qu'ils aient une logique de fabrication dans un domaine particulier. Donc ça rentre dans les 18 domaines. Et les 18 domaines de fabrication sont relativement larges.
Ce qui fait qu'une entité, plus ou moins 50, plus ou moins 10 millions, ou plus ou moins 250 personnes, collaborateurs, et plus ou moins 250 millions, rentre dans ce périmètre-là. Et c'est en ça que le législateur dira, oui, je valide ou j'invalide, et ce qui donnera peut-être entre 10 000 et 15 000 opérateurs, en tout cas de services essentiels, donc ce qu'on appelle les entreprises essentielles. Et c'est pas simple. C'est pas simple à intuiter. Parce que comment on différencie plus ou moins 50, plus ou moins 10 millions, plus ou moins 250, plus ou moins 250 millions? Enfin, il y a un écosystème qui est très lié à l'aspect sécurité économique. Il faut bien évidemment prendre en ligne de compte. Et si on prend un territoire comme la région Occitanie, il n'y a pas que l'aérospatiale et l'aéronautique, il y a aussi tout l'aspect coopérative. Si une coopérative tombe, est-ce que c'est aussi important qu'une autre entité? C'est évident que oui. Mais ça, effectivement, ça c'est un sujet pour lequel le projet de loi est en cours de rédaction. Il y a déjà des choses qui ont un peu transpiré, mais dans tous les cas, effectivement, en octobre, on aura sensiblement les règles et les ayants droit. Merci Christophe. Et vous pointez du doigt aussi quelque chose d'intéressant, c'est que, comme vous l'avez précisé, le législateur décidera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seuils qui sont définis par la directive, Oui. la France peut décider d'abaisser ces seuils. Peut décider Ah de oui, c'est pas 10 alors, millions, mais 5 millions. oui, elle peut raboduler. Donc, c'est dans la logique du législateur. Ça, bien évidemment, en tous les cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y aura pas de surtransposition. Il n'y aura pas des choses en plus de ce que NIS 2 propose. En tout cas, c'est le souhait de la France, pour des raisons assez évidentes. C'est qu'on ne peut pas non plus demander à des entreprises essentielles ou des entreprises importantes d'être mieux que sécurisées sur leurs homologues européens. Ça n'a pas de sens. Parce que du coup, le fait de monter le niveau de sécurité, euh, déjà, pour beaucoup d'entités, qu'elles soient publiques comme privées, on part de loin. C'est ce qu'on disait ce matin. On part vraiment de très très loin. Et j'ai une discussion entre ce matin et maintenant avec 2, 3 entités privées et publiques, et ils me disaient, ben, moi j'ai pas d'incident, la sécurité numérique, c'est pas un sujet. C'était hier, il y a 1 heure et demie. Donc, et pourtant, je parle d'entreprises qui seront régulées dans quelques mois. Donc oui, il y a tout un mindset à changer, et le mindset, donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que dans tous les cas, il n'y aura pas de surtransposition. Mais l'entité qui part de loin maintenant, à l'aune du mois d'octobre, ça risque d'être compliqué, mais après, l'agence qui est le régulateur ne va pas demander d'être compliant au 1er novembre. Ça, c'est un point important. Parce que c'est évident, et c'est le côté pédagogique qui joue vis-à-vis de l'agence, c'est que la partie compliance, elle se fera sur 1 an ou 2 ans. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir appuyer ou d'accompagner les entités pour lesquelles c'est pas forcément leur sujet, pour différentes raisons. Hein. C'est pas un procès d'intention. Enfin, l'idée, c'est pas de refaire l'histoire. L'idée, c'est de réécrire la légende ou d'écrire la légende. C'est que ces différentes entités, que ce soit privées comme administratives, comme les collectivités, c'est de pouvoir les appuyer. Donc, pour différentes raisons, elles n'y ont pas pensé. Il y a des questions de TP, des questions de compétences, peu importe. L'idée, c'est pas de refaire l'histoire. Mais par contre, c'est à l'instant T, fin octobre, c'est comment on va pouvoir les appuyer justement pour que l'ensemble du niveau de maturité pour les entités qui sont NIS 2, publiques comme privées, monte à un niveau significatif dans un délai de 2 ou 3 ans. Et pour rebondir sur la surtransposition, hein, n'oublions pas que l'objectif, c'est aussi une homogénéisation au niveau de l'Union européenne. Xavier, vous vouliez compléter? Exactement. Oui, bah d'ailleurs, sur 2 points maintenant, un tout à l'heure, mais 2 avec le tien. Euh, le premier, effectivement, c'est on va avoir les décrets d'application a priori en octobre. Bon, je ne vais pas redire ce Christophe, mais évidemment, il va y avoir déjà une première découverte en octobre. C'est je suis soumis à NIS 2 ou pas. Donc, il va y avoir un effet pour certaines entreprises découverte. Voilà. On va en reparler un petit peu après. Voilà. Ah mince, qu'est-ce qui va se passer hein Là, il y Il aura, je y a un pense, truc un qui s'appelle. accompagnement. Oui, oui, oui. Il y a. Alors, on n'en a pas parlé ce matin, mais
on a un outil que l'agence est en train de monter justement pour industrialiser. C'est que le fait de passer de 400 opérateurs régulés à des opérateurs entre 10 et 15 000, pour l'instant on ne connaît pas le chiffre, mais enfin le nombre en l'occurrence, mais on ne peut pas le faire comme ça d'un claquement de doigts. Donc il y a un service qu'on va lancer et qui est déjà opérationnel, qui s'appelle Mon Portail NIS 2. Vous inquiétez pas, je vous renverrai l'ensemble des éléments par Marie-Dominique sur la plaquette NIS 2 et sur mon portail NIS 2 qui permet de jauger de l'éligibilité. Donc ça, c'est déjà la première phase. Est-ce que je suis éligible NIS 2? Parce que bien évidemment, c'est pas le régulateur qui va aller chercher l'ensemble des entreprises qui sont éligibles. Parce que on n'est que 650, on passe à peu près entre 10 et 14 000. C'est pas rentable, et deux, c'est complètement stupide. Donc, on le fait par le biais d'un portail spécifique. Et dès lors qu'on a l'éligibilité, modulo le fait que le législateur ait validé l'éligibilité et les 20 points, il y a 20 points sur NIS 2. Il y a 20 points, 20 thèmes qu'il faut respecter. NIS 1, c'était 23. Donc, quelqu'un qui regarde maintenant à l'instant T NIS 3, NIS 1, il pourra sensiblement être de bon niveau pour NIS 2. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Donc mon portail NIS 2, de logique, éligibilité et le suivi des 20 points qui permettront de suivre le niveau de sécurité de l'entité, qu'elle soit publique comme privée. Et c'est déjà opérationnel, par contre. Ça peut changer fin octobre, dès lors que le législateur validera sensiblement des seuils qui sont un peu différents entre les 50, 10 millions, 250, 250, 250 millions. Et pour les collectivités, parce qu'il y a aussi les collectivités, c'est sensiblement le seuil de 30 000. Donc, ce qui veut dire qu'un département est éligible, une métropole est éligible, une communauté de communes, en fonction de plus ou moins 30 000, sera EI importante ou essentielle, mais en tout état de cause, elle serait importante. Les SDIS sont entités essentielles. Les syndicats de gestion seront sensiblement entités essentielles. Voilà, histoire de brosser un peu le panorama, parce qu'il y a le public et aussi le privé. Donc, il y a différents seuils, que ce soit comme public comme pour le privé, sauf qu'à date, y compris dans le premier projet de loi ou le deuxième projet de loi, on est sur la barre des 30 000 pour différentes raisons. Mais c'est pas pour autant que ça ne peut pas changer d'ici le mois d'octobre. Effectivement, je pense qu'il y aura un accompagnement global, et en tout cas de l'État, Oui. à accompagner les entreprises dedans. Et pour répondre à ta question, en revanche, Anthony, sur l'uniformisation, pour y répondre, non, mais apporter un éclairage, je veux dire que c'est personnel, ça m'évite d'impliquer mes collègues de table ronde dans mes propres propos, mais il y a eu un grand jeu avec Nice 1, c'était de jouer à moi, j'en suis pas. Et en Europe, on a vu qu'il y avait des pays qui étaient super forts pour jouer à j'en fais pas partie. Et donc, de ne pas jouer le jeu, en fait, de la conformité. Et j'observe que dans la façon dont Nice 2 a été pensé et ces seuils créés, justement, ils sont suffisamment englobants pour que ce soit un petit peu plus dur de jouer à moi, j'en suis pas. Voilà. Et en ça devrait, parce qu'il y a quand même un sujet, c'est de monter le niveau de l'Europe collectivement. Puisque on est dans un contexte ne serait-ce que économique où on va travailler avec des sociétés dans de la supply chain d'un grand groupe qui serait anciennement OIV ou en tout cas OSE français. Bon, dans la supply chain, il va y avoir des entreprises françaises, on espère, pour la plupart, mais aussi des entreprises européennes. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des énormes trous de sécurité. Toute cette régulation et ces directives, elles servent cet objectif d'uniformisation. Voilà, et il faut que les États qui vont aujourd'hui faire des décrets d'application puissent, grâce à Nice 2, englober plus d'entreprises que ce qui avait été fait pour Nice 1. Encore une fois, c'est personnel, je ne vais surtout pas impliquer mes collègues là-dessus. Merci pour tous ces détails. Donc bon, on a vu un petit peu quelles sont les entités concrètement qui vont être impactées, en tout cas concernées. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, la transposition n'est pas encore sortie. Pour autant, Xavier, vous l'avez précisé, la directive, elle est quand même bien écrite. On a quand même pas mal de pistes. Christophe, vous l'avez précisé, 20 thèmes à la place, enfin en tout cas,
sur cette nouvelle directive contre 23 sur la première directive. Donc, il y a déjà des choses, enfin, les organisations peuvent déjà se préparer, mettre en place des choses. Concrètement, qu'est-ce qui sera attendu pour ces organisations? Alors, effectivement, Ouais, pardon. c'est bien décrit. C'est une J'allais vingtaine de répondre, mais je points. ne répondrai pas après. Je répondrai après. Pardon. C'est bien décrit, c'est une vingtaine de points et on n'est pas sur des choses qui sortent de nulle part, hein. C'est-à-dire, il y a Non. énormément de bon sens dans ce qui est fait, voire Mm. des choses qui sont, pour certaines, probablement déjà faites dans les entreprises. Donc, bien sûr, on a des sujets de protection, de détection, de restauration, donc qui servent soit la protection, soit la résilience. Et un grand volet, ça peut-être qui est qui est aujourd'hui moins déployé, qui est de communication et de transparence. Ça, je dirais que quand je lis et que je vois l'ensemble, je me dis, alors bien sûr, toutes les entreprises n'ont pas la même maturité cyber. OK, ça on sait. Mais en gros, je me dis, sur les sujets cyber, protection, détection, restauration, honnêtement, quand on le lit, on se dit, oui, ça, il faudrait le faire de toute façon. Voilà. Soit je le fais déjà et maintenant il faut que je documente, soit vraiment il faudra le faire. Donc ça va, les gens vont le faire de bon cœur. Ce qui est peut-être un petit peu nouveau, c'est attention, il y a aussi de la transparence et de la communication. Remonter les informations s'il y a eu des attaques, s'il y a eu des vulnérabilités non patchées, etc. Donc ça, c'est peut-être ce volet-là, à mon sens, qui est aujourd'hui une pratique moins courante, en tout cas pour les entreprises privées. Parce que je pense qu'au niveau des entreprises publiques, il y a voilà, déjà beaucoup d'échanges. Christophe, Après, il y a deux cas d'usage. C'est que entité essentielle et entité importante, le seul tronc commun entre les deux, c'est le fait d'avoir une déclaration unique vers l'ANSSI, en tout cas vers le régulateur. Ça, c'est le tronc commun, parce que mine de rien, on peut pas s'affranchir, et c'est ce qu'on disait ce matin, c'est qu'en termes de statistiques, on couvre pas l'ensemble du spectre, et encore moins des entités qui seraient éventuellement régulées. Ça reste perfectible, mais au moins ça permet d'avoir un meilleur indicateur. Mais il n'y a pas que l'indicateur qui est important. Et pour ce qui est des éditeurs, il y a un point important. On parlait de LPM tout à l'heure. La nouvelle LPM, pour laquelle il n'y a pas eu le décret d'application, et ça c'est un point important pour la partie privée comme publique, c'est que dès lors que vous utilisez un éditeur, cet éditeur-là, quel que soit l'éditeur, il devra faire remonter l'ensemble des vulnérabilités qui sont propres à son produit. C'est-à-dire que là où le centre de gravité était plus positionné sur les clients, il redevient plus sur le côté prestataire. C'est que vous ne pouvez pas avoir une collectivité qui dit j'utilise tel outil, je vais faire un bug bounty pour savoir comment le produit est faillible ou un pen test. Ou c'est pas entendable. Et puis c'est même complètement stupide. Maintenant, ce centre de gravité-là, il est déplacé directement sur l'éditeur, qui veut dire maintenant, dès lors qu'il y a une vulnérabilité, c'est à vous de le déclarer et pas l'inverse. Donc de fait, on devrait déjà gagner quand même pas mal de TP et pas mal de KEuro ce genre de sujet-là. Mais ça, c'est la LPM. Mais effectivement, la LPM vient en complément de NIS 2. Bon, en tout cas, temporellement. Ça n'a pas été conçu comme ça, mais temporellement, les deux se feront en parallèle. Et je pense que la LPM devrait être sans souple. En tout cas, le décret devrait arriver un petit peu avant. Donc pour le coup, le centre de gravité se positionne plus pour l'éditeur, plus que sur l'entité qui prend le besoin, qui prend le service, en l'occurrence. Moi, si je reviens finalement, si je prends la question un peu sur NIS 2, on fait quoi? Bah, on peut le distinguer en deux. Les entreprises essentielles, je pense qu'on n'a pas besoin de leur dire, en tout cas moins fortement, ce qu'elles ont besoin de faire par la maturité, c'est-à-dire elles étaient déjà pour partie sélectionnées et puis elles sont plus grosses. Si on se focalise sur les entités, Pas forcément. La plupart des entités essentielles qui seront nommées, il y en a peut-être quelques-unes qui seront déjà OSE, opérateurs de services essentiels, mais ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'on passe à 18 secteurs différents. Donc les entités qui n'étaient pas, c'est une question elles vont de devenir maturité. sensiblement ce que... C'est une Oui, question de bien sûr. maturité. Là, j'allais parler sur les entreprises importantes, c'est-à-dire les PME nouvellement régulées, quelque part. Oui, bon, ça c'est encore... Qu'est-ce qu'on fait? L'ANSSI a fait depuis longtemps, par exemple, des guides d'hygiène de cybersécurité à destination des TPE, PME, qui sont des
des guides de mesure, j'allais dire le minimum de survie. Je ne parle même pas des Le bon, 42 mesures au total, hein. non, Déjà, c'est le bon sens. Le guide voilà. hygiène, c'est le logique de bon sens. Après, c'est juste de l'insouciance caractérisée. Déjà, les 12 premières, voilà, ça fait avancer le sujet. Il y a aussi des dispositifs, c'est-à-dire que l'État, dans le cadre de la stratégie France 2030 et sur les budgets cyber, a mis en place des guichets de financement, que ce soit pour alors pas mal sur le public, mais même sur du privé, pour aider justement petit à petit à, on va dire à donner un peu de moyens financiers, un petit coup de pouce financier pour pouvoir s'adresser à des prestataires de services cyber qui peuvent les aider à mettre en place des politiques de sécurité, des premières mesures techniques, etc. Donc un accompagnement. Les entreprises sont pas, les entités importantes, nouvellement régulées à venir, sont pas toutes seules, quoi. Voilà. Il y a déjà plein de Non, choses. exactement. Oui, après, il y a une logique de financement eu égard si elles ont bénéficié de France Relance, déjà. Alors, c'est pas le cas de toutes, mais certaines en ont bénéficié. Et après, sur le volet PME, effectivement, il y a un volet cyber PME qui n'est pas porté par l'ANSSI, mais qui est porté par la DGE, sur le fait de pouvoir accompagner, à l'instar de France Relance, les entités pour monter en maturité. Donc ça, c'est le constat à l'instant T. Et France 2030, c'est encore un peu plus loin, mais on reste sensiblement dans la même logique. Merci pour ces précisions. Alors bon, effectivement, hein, Jean-Philippe, vous l'avez abordé. On peut déjà, si je suis un chef d'entreprise concerné par cette directive, je peux déjà m'appuyer sur les guides qui sont produits par l'ANSSI. Alors pas que l'ANSSI, hein, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. On peut aussi s'inspirer des normes ISO 27001 hein, notamment, enfin 27000 globalement. D'ailleurs, la directive invite hein, à s'appuyer sur les normes ISO. La directive aussi souligne quand même un aspect qui me paraît important, c'est la responsabilité des directions. Euh, la directive Oui. appuie quand même largement sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on attend quand même une vraie implication, une vraie proactivité des dirigeants sur la prise en compte de leur cybersécurité, sur la protection des informations. Euh, Ça me paraissait important quand même de l'évoquer. On peut également, je pense, ça me paraît pertinent de mener une analyse de risque, par exemple, hein. Bon, là aussi, c'est un petit peu. Alors, pour les gens qui font de la cybersécurité, c'est des choses qui nous paraissent assez évidentes, mais ça ne l'est pas forcément pour un dirigeant qui se dit, mais moi, je ne comprends pas, je ne suis pas exposé. Voilà. Donc, enfin, j'imagine que vous partagez un peu ce constat. C'est assez impressionnant quand on mène une analyse de risque dans une entreprise et qu'on dévoile les différents scénarios. Les chefs d'entreprise tombent des nues et se disent, ah oui, effectivement, en fait, ça existe. Oui, bah, Oui, il y a, complètement. Il y a vraiment un même- sujet de risque perçu par rapport au digital. Donc là, quand on parle de cyberprotection et de cybersécurité, les entreprises du digital, donc dont le corps de business est digital, on arrive assez vite à les sensibiliser. Effectivement, l'analyse de risque, quand on l'a fait, ouais, là, si je perds tout mon code source, toute mon exploitation, c'est clair. J'ai été souvent surpris, effectivement, par le risque perçu comme zéro à première vue d'entreprises qui ne sont pas des entreprises du digital. C'est-à-dire, non, moi, la cybersécurité, non, franchement, l'informatique, je ne vois pas, quoi. Voilà, mes outils de production, ça, oui, c'est important. Alors là, déjà, on va leur dire, ah bah, d'ailleurs, tes outils de production sont tous connectés. Donc, attention, il y a déjà un problème là. Puis ensuite, effectivement, quand on fait une analyse de risque, je te rejoins, enfin, tout le monde devrait en faire, et en suivant gérer les méthodes qui existent pour ça, pour se rendre compte que bah, dans le risque global qui pèse sur une entreprise, le cyber joue quand même aujourd'hui en général une part non négligeable. Et une part qui est non négligeable sur l'impact et qui passe souvent sous le radar du dirigeant s'il n'est pas un dirigeant d'une entreprise digitale. Et là, effectivement, de ramener la responsabilité sur eux, on peut imaginer, enfin de la ramener, en fait elle y est déjà hein, légalement, mais d'insister sur le fait de leur mettre dans les yeux, attention, en tant que dirigeant, vous êtes responsable aujourd'hui de ce volet cyber.
Enfin, je pense que ça va aider. Pour autant, il y aura un sujet d'accompagnement et d'éducation, parce que tous ceux qui sont comme nous sur le terrain, voilà, on voit bien que pour beaucoup, c'est lointain, ce sujet. C'est un risque de film et de série. C'est pas un risque de la vraie vie. Or, bah, nous qui sommes sur le terrain, on le voit bien le risque par contre. Alors, le temps file, on arrive bientôt à la fin de cette table ronde. Moi, je vous propose une petite question pour conclure. Alors, je suis déjà convaincu de la réponse, mais je vous la pose. Nice 2, pour vous, une contrainte réglementaire, une nouvelle contrainte réglementaire ou plutôt une opportunité d'amélioration et de sécurisation pour les entreprises? Je pense qu'il faut le voir comme une opportunité, je dirais, à deux volets. D'abord, pour sa propre structure en tant que, j'allais dire, cap de résilience, parce que dans ce monde tout numérique, quelle que soit votre activité, l'objectif premier, c'est d'abord la résilience, hein, que votre structure, publique ou privée, puisse modulo les incidents qui seront, j'allais dire, inévitables. Euh, En fait, que l'orage passe sans trop de dégâts. Ça, c'est la partie résilience. Et le deuxième, c'est aussi la différenciation. C'est-à-dire que si je prends une entreprise euh, par rapport à son marché, que ce soit à l'export ou même sur le marché intérieur, c'est aussi un facteur, j'allais dire, de différenciation économique, de montrer vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de son écosystème, qu'on est monté en maturité sur ce volet-là et que donc la confiance qu'on peut avoir en nous, en tant que prestataire, euh, elle est bonne et meilleure que d'autres. Donc, pour moi, c'est deux volets. Alors, évidemment, je trouve que c'est une opportunité aussi. Je pense au niveau européen, déjà, une opportunité de fédération, hein, de remettre du collectif en Europe sur ce sujet de cyber qui est clé. Puis après, pour zoomer en France, parce que là, je connais et je vois comment le régulateur en France ou l'agence agissent, il y a généralement beaucoup de pédagogie. Donc, c'est aussi une opportunité globalement de faire monter le niveau de sécurité de chacun. Donc, ça aussi, c'est clé. Puis, je trouve que les contraintes de Nice 2 sont bien pesées. Voilà, elles sont bien différenciées. Moi, ça ne me choque pas du tout. Et au final, voilà, je pense qu'à un moment, ça nous paraît naturel. Je sais pas, là, je pense comme ça au tri des déchets. Donc, rien à voir, mais voilà, le tri des déchets, on se dit, voilà, maintenant, il faut trier, il faut faire ça. Il y a une éducation qui a été faite à ça. Une fois que c'est fait, bon, bah, on se dit, c'est naturel. Bien sûr, il faut trier des déchets. Je pense qu'on va. J'exagère un peu, mais je pense qu'au niveau cyber, ça va être pareil. C'est-à-dire que dans quelques années, j'espère qu'on se dira, oui, bah, bien sûr qu'il fallait faire ça, c'est évident. Pour la bonne santé de l'entreprise, du pays et de l'Europe, il fallait monter le niveau de cybersécurité de ces entreprises. Et la conclusion pour le gardien du temple, l'ANSSI, Christophe? Complètement en phase, l'histoire ne s'écrira pas autrement. On a trop de constats où effectivement la direction, enfin, l'équivalent CODIR au COMEX, c'est en disant c'est pas mon sujet, c'est un truc de techos. Et le DSI qui depuis des années, ou les RSSI disent sensiblement, il y a un sujet, il faut monter en puissance. C'est ce constat en 2019, on est en 2024. Et ce constat, je l'ai fait avec une autre entreprise qui pèse quelques milliards sur la région, donc c'est pas entendable. Ce n'est pas entendable. Donc, les comités de directeurs qui pensent que ça leur arrivera pas, euh, il faut changer de logiciel. Ça, c'est complètement évident. Parce que le jour où ça leur arrivera, bizarrement, les gens qui étaient relativement réfractaires, par expérience, ces gens-là, bizarrement, le jour où il y aura la crise, vous ne les verrez pas. C'est comme ça. C'est la règle des 5C. C'est con, mais c'est comme ça. Et pourtant, on est en 2024. Alors, c'était moins le cas qu'en 2019. C'est complètement évident. Mais NIS 2 apporte finalement, au-delà de l'aspect régulation, c'est pas la régulation qu'il faut avoir en tête. C'est le fait d'être appuyé ou d'être aidé sur des choses qu'on maîtrise pas forcément pour des raisons historiques. Et je le dirai toujours, l'idée c'est pas de refaire un procès, mais c'est d'écrire l'histoire et de créer une dynamique de groupe jusqu'à un niveau agent, jusqu'à un niveau stratégique. Et cette dynamique ne peut se créer au travers du fait que le niveau stratégique comprenne bien que c'est un sujet et que c'est son sujet. Alors,
c'est pas forcément son sujet, parce que dans l'ensemble de la carrière d'un directoire, c'est pas forcément intuité. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je redescends jusqu'à un niveau collège ou lycée pour qu'il y ait cette appétence. Donc c'est ce que font très bien les Israéliens depuis très longtemps. Maintenant, comment est-ce que la France rentre dans cette logique-là pour que l'appétence du circuit numérique ne soit pas juste perçue comme une problématique technique? Pour l'instant, force est de constater, et par expérience, pas si lointaine, c'est que les problématiques de sécurité numérique sont liées aux techniques. Complètement faux, c'est évident. Maintenant, c'est comment je formalise sur fond de ISO 27001 ou de IBIO-CRM en matière de gestion de risque, sur le fait que je puisse. Et dans les 20 règles, c'est évident, parce que dans les 20 règles qui vont arriver, il y a l'aspect technique et l'aspect gouvernance. Et dans l'aspect gouvernance, c'est ce qu'on disait ce matin, il y a le rôle évident de comment je me socle en gestion de crise, comment j'identifie mes systèmes critiques, comment j'identifie mes mesures dégradées, combien de temps je peux les tenir. Donc, c'est ça qui permet de faire un rétro-planning sur le fait que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 systèmes d'information critiques, pour le fait de les relancer dans des conditions acceptables de sécurité et pas dans des conditions acceptables temporelles. Ça, c'est pas dans le mindset de l'agence. La notion temporelle, c'est dans des conditions acceptables de sécurité. Mais pour en arriver à ce postulat-là, il n'y a que deux choses. Un, l'acculturation, et pas la sensibilisation. Je suis désolé, c'est un terme, la sensibilisation, c'est un terme que je ne supporte pas. L'acculturation sur les différentes équipes, métiers, techniques et directoires. Et ensuite, la seule façon de passer à l'échelle pour que l'ensemble des collaborateurs comprennent, c'est la gestion de crise. Et il n'y a pas de 36 solutions. Seule la simulation de crise permet d'apporter un niveau de vigilance d'un niveau tactique, donc au plus bas du niveau agent collaborateur, jusqu'à un niveau stratégique de niveau codir. Si ça, c'est pas fait, NIS 2, pour beaucoup, ça risque d'être compliqué. Et c'est valable pour une petite structure comme pour une collectivité. Cette notion-là, finalement, elle s'adapte sur toutes les structures. Merci Christophe. Merci à tous les trois d'avoir partagé vos éclairages et nourri ce débat. Donc, Christophe Fleury, délégué à la sécurité numérique en région Occitanie pour l'ANSSI, Jean-Philippe Comègne, directeur commercial chez Tixeo, et Xavier Facedina, expert en cybersécurité et CTO de SecLab. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre écoute. On peut prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions si vous le souhaitez. Allez, je vais me déplacer. Bonjour, tout d'abord, merci pour votre intervention. La question va s'adresser à Monsieur Fleury surtout. Désolé, comme vous Oh, êtes, je vous en prie, il n'y a pas de problème. comme vous n'êtes pas présent, j'en profite que vous soyez en visio pour vous poser la Ah, question. mais vous avez raison. Vous avez parlé d'échéance pour Nice 2, donc 1 à 2 ans pour la mise en place fin 2024. Ça veut dire 2025, 2025, Ouais, ça veut dire 2026. entre 1 et 3 ans. Voilà. Fondamentalement, c'est ce que dit Vincent Strubel au niveau du FIC, enfin de l'INSIBER maintenant, c'est que le régulateur n'a pas vocation de taper à fin octobre. Enfin, on est quand même plus intelligent que ça. Parce que le temps de s'approprier les 20 démarches et le temps de les mettre en route, on ne peut pas être plus exigeant vis-à-vis des EE ou des EI de Nice 2 qu'on ne l'aurait été pour les opérateurs de services essentiels pour Nice 1. D'accord, donc si je calcule bien, au milieu de ça, en fait, eh ben, il y a une chose, c'est qu'on a des élections municipales. Donc, il va y avoir Oui. des occupations, on va dire, qui ne seront pas toutes forcément celles de d'habitude. Donc, est-ce qu'il est prévu que les services de l'État communiquent auprès des élus sur leur Oui, éligibilité c'est déjà le cas. C'est C'est déjà déjà le le cas. cas. Donc, fin octobre, c'est prévu Oui. que les collectivités éligibles, donc qui font par exemple de l'eau potable, de l'eau usée et des déchets, soient informées par les Oui. services de l'État. Oui. D'accord, Oui, merci. parce dès lors qu'on transpose, donc fin octobre, si on fait un rétro-planning, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a s'adresser aux associations, donc au sens administratif du terme, donc ADF, ARF, AMF, AMR, enfin, toute la galaxie de ce que vous connaissez sans doute, pour voir si effectivement le niveau de transposition est cohérent. La deuxième, c'est tout ce qui est association professionnelle. Sur le fait de dire, oui,
compliant, pas compliant. Et le troisième cas, c'est tout ce qui est prestataire. Parce qu'il ne suffit pas de dire, écoutez, vous devez être compliant sur 1, 2 ans, 3 ans, si en plus vous n'avez pas un écosystème technique qui puisse vous appuyer. Donc, dès lors que la transposition arrivera au 27 octobre, ça veut dire qu'on estime que la transposition est cohérente vis-à-vis des assos administratives ou des fédérations métiers, et aussi vis-à-vis des prestataires qui vont vous appuyer. Mais il n'y aura pas de communication Après, individuelle. ah si, il y en aura. Mon portail NIS 2, on va communiquer dans quelques temps. Si, il y aura une communication sur le fait que pour ceux qui sont éligibles, il y a un portail. Et ensuite, chaque entité devra aller sur le portail. Et en fonction du questionnaire, vous saurez si vous êtes éligible. Dans tous les cas, c'est pas le régulateur qui va aller chercher les entités régulées. Parce qu'on passe entre 10 000 et 14 000. On ne peut pas faire ça. NIS 1 et les OIV, vous pouvez le faire. On pouvait faire du one-to-one, en tout cas du B2B. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans NIS 2, on a un portail, et dès lors que le régulateur validera, toute entité, quelles que soient les entités, administratives comme privées, elle ira sur le portail, on dira je suis compliant, je ne suis pas compliant. Et le plus complexe, ce sera d'aller chercher les entités qui ne se seraient pas renseignées. Je vous l'accorde, mais auquel cas, la plupart des entités qui seraient connues, mais qui ne se seraient pas enregistrées, bon, on les connaît. Il n'y a pas de surprise, parce que comme on passe par des mécanismes de consultation vis-à-vis des fédérations métiers ou des associations, ça devrait être assez rapide. Donc l'idée, c'est de n'oublier personne, mais pas d'oublier personne dans le sens où on va vous cranter, où on va avoir un mécanisme d'injonction. C'est pas du tout la pédagogie d'agence, le mécanisme d'injonction. Donc pour lequel il peut y avoir une amende entre 2,5 et 3% du chiffre d'affaires, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas. Mais cela, on ira les chercher, et ce n'est pas l'agence qui ira les chercher, ce sera un mécanisme qui sera hors agence, justement, pour éviter que ce soit le régulateur qui décide. Dans tous les cas, il y aura un mécanisme d'appui pour le fait qu'une entité qui est régulée, elle aura son portail, son suivi, et si elle a des questions, et ben ça remonte vers le régulateur, point. Christophe, Ni pour la plus ni réponse. moins. On a une seconde question. Oui. Je profite de la proximité du micro pour lancer une dernière question. Est-ce que le concept de security by design fait partie de directive NIS 2? Non. J'allais dire oui. À mon sens, non. Je pense que donc le concept de security by design, s'il est appliqué donc, à une entreprise, est-ce que l'entreprise sera compliant à NIS 2? Oui. On peut Oui, dans raisonnablement le dire. ce cas-là, oui. Dans ce Voilà. cas-là, En oui. revanche, Si une NIS entreprise. 2 mais, ne demande pas aux entreprises non. d'être secure by design, que ce soit dans leur process, dans leur organisation ou dans leurs produits. Non, parce que mine de rien, c'est comment on quantifie le niveau de résilience d'une appliance, de manière générale. Et ça, c'est la LPM qui l'apporte. Donc, il y a d'autres mécanismes qui viendront en termes de résilience. Ça, c'est le CRA qui viendra en plus sur la résilience des entreprises critiques. Et encore, côté by design, non, mais c'est comment on quantifie le by design. Et la quantification du by design, c'est comment je l'audite que c'est bien fait. Ça, c'est porté par la LPM. Ça, c'est vis-à-vis des éditeurs. Vous pouvez Du imaginer. coup, on reporte la charge du client vers l'éditeur. On pourrait imaginer que toute création nouvelle d'architecture, logicielle ou semi-matérielle, que dans ce cas, il y ait un contrôle de la validité de cette architecture et qu'elle respecte bien le security by design. C'est tout ce que je veux dire. Je pense que c'est une excellente idée. Hein. Quand je dis que ce n'est pas ce qui est encouragé par la NIS 2, je ne dis pas il ne faut pas faire ça. Moi, au contraire. Hein. Je pense que c'est une excellente idée et que travailler avec des entreprises ou en interne pour que toute nouvelle création soit secure by design, c'est clairement la bonne pratique, j'en suis certain. Exactement. Après, on parlait de critères d'exigence. Il y a un corollaire de NIS 2 que la plupart des gens n'intuitent pas, et je comprends parce que c'est pas intuitif de prime abord, c'est que tous les critères d'exigence qui sont demandés à une entité, c'est-à-dire que l'entité peut se retourner d'un point de vue contractuel vers
ses collaborateurs pour avoir le même niveau d'exigence, même si elles ne sont pas NIS 2. Et c'est là où c'est intéressant. Pour les entités non privées, en tout cas, pour celles qui ne seraient pas éligibles, il y a un outil qui s'appelle ADS chez nous. ADS, c'est Active Directory Security, qui permet de tester le niveau de sécurité de l'Active Directory. Donc, on a un outil qui s'appelle l'ORADAD, outil de relevé automatique de données de l'Active Directory, qui est de dire, voilà votre niveau à l'instant T de vos niveaux de sécurité de l'Active Directory. L'équivalent privé, ça s'appellerait Ping Castle, mais bon, le rapprochement s'arrêtera là. Typiquement, ce qu'on dit à ces entités en général majoritairement administratives ou collectivités, c'est si vous faites une presta, vous utilisez l'outil et que le score de sortie de l'ORADAT, c'est 3 et c'est pas 1. Et ça sert. Et NIS 2, c'est la même chose. C'est que dès lors que potentiellement vous allez contracter quelque chose vis-à-vis d'un prestat, vous lui dites, bon, sensiblement, mes critères d'exigence, c'est ça. Ces critères d'exigence 1, vous pouvez les retrouver sur NIS 2, et c'est ce que font déjà certaines collectivités par rapport à certains critères NIS 1, justement pour vous couvrir. Et c'est là où ça devient intéressant. Et pour le coup, effectivement, le fait d'avoir une maturité sur le domaine, effectivement, fera le distinguo entre une entreprise qui n'a rien à carrer et puis celle qui mettra peut-être un peu moins de watts, mais qui apportera plus de garanties. Les critères d'exigence NIS 1 ou NIS 2 apportent des garanties des points de vue contractuels, pas que vis-à-vis de celui qui est régulé, mais vis-à-vis des contrats pour lesquels le régulé travaille avec d'autres entités. Voilà. Il faut aussi le voir comme ça, en termes d'extension. Après, sur le Secure by Design, c'est pas spécifique c'est pas, j'allais dire, une obligation de NIS 2, mais c'est Non. presque plus une obligation de marché. C'est-à-dire, dans Oui. cet effort collectif de muscler tout l'écosystème, il y a aussi un ruissellement des obligations qui généralement viennent j'allais dire, des grandes entités publiques et des grands opérateurs privés qui, au travers des contrats avec leurs fournisseurs, éditeurs de logiciels, de matériel, petit à petit, impulsent des obligations contractuelles sur les délais, sur les vulnérabilités, sur des pentests, etc., qui mécaniquement font ruisseler au sein des PME qui, à la fin, sont les maillons, cet objectif, on va dire, ce cap de Security by Design. Merci pour vos Après, réponses. Malheureusement, on n'a plus de temps. on a terminé? Bon, je me tais alors. Merci pour vos éclairages, en tout cas pour ces réponses détaillées. Je vois que le sujet a quand même bien intéressé et fait parler, donc c'est bien. Vous pouvez toujours retrouver les intervenants qui sont sur place à l'issue de la conférence pour poser vos éventuelles questions. Et on va enchaîner du coup avec la prochaine table ronde donc, qui s'intitule « Comment gérer une cyberattaque ? Qui contacter ? Faut-il payer la ronce ?» Voilà. Merci pour votre écoute. Merci à vous.